Rest. Cover me. And move. Voilà, merci Khan. Un mot d'explication, vous connaissez, n'est-ce pas, Khan et Titelman, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que vous êtes couverts évidemment par le secret, il y a d'autres qu'on peut dire. Là, c'est assez exceptionnel, on va avoir beaucoup d'autres images exceptionnelles parce qu'on est vraiment au cœur du combat en ayant la source. Souvent, on a des images qui circulent sans savoir d'où vient la source. Là, on a la séquence complète. L'intérêt, évidemment, alors il y a des parties de la vidéo qu'il peut pas montrer, mais il y a des échanges de tirs qui sont assez fournis. Il y a des morts russes, évidemment, qu'on peut pas montrer ici. Ils récupèrent des patchs, ils récupèrent du matériel. Comme c'est un service de renseignement, le but c'est de récupérer des talkie-walkie, des téléphones et le matériel qu'ils ont sur eux. Khan, expliquez exactement ce qu'on voit sur la photo. Cette image, l'impression qu'on a que vous avancez vraiment presque arbre par arbre. Alors oui, effectivement. Ce sont des terrains qui sont très difficiles. On appelle ça des pasatka, donc c'est des lignes d'arbres où on se sert en fait de ces lignes d'arbres pour créer des positions, être à couvert des drones, parce que les drones maintenant détectent immédiatement en quelques secondes les positions ou les présences ennemies, que ce soit de notre côté ou de l'autre côté. Donc c'est un travail d'endurance qui est très long, qui nous demande beaucoup de munitions, qui nous épuise, où on va avancer vraiment mètre par mètre, depuis la dernière position ukrainienne jusqu'à la première position russe. On va devoir tout simplement scanner. C'est à ce moment-là que le travail d'infanterie est très important. Et c'est aussi un travail qui est forcément très risqué, mais quand on va être une unité d'assaut, voilà, on avance mètre par mètre. Vraiment, pour 500 mètres, on peut mettre pratiquement 1 à 2 heures d'avancer très doucement, d'écouter, essayer de pas se faire détecter par les Russes qui sont à la position défensive. Et donc ensuite de pouvoir continuer ce travail petit à petit avec des combats qui sont forcément très intenses. Et comme Madame a dit précédemment, les Russes ne comprennent que la violence, que vraiment la violence. Donc on est obligé d'éterniser les combats avec eux, de montrer qu'on a plus de puissance de feu et de leur montrer qu'on ne se retirera pas. Donc certains assauts, on est obligé de se prendre à 2 fois, 3 reprises parfois pour vraiment les pousser et les forcer à quitter leur position. Et c'est très très difficile, surtout quand on se retrouve face à des soldats très entraînés et professionnels. Ils consomment un nombre d'hommes impressionnant, les Russes, mais ce sont des stratégies qui fonctionnent face à un ennemi qui est déterminé comme la Russie. Je vais juste ajouter une petite chose, un petit détail qui, moi, je vais pas dire que c'est rigolo, mais ils parlent exprès en anglais à la radio pour que les Russes se disent « Hey, c'est l'OTAN, il faut qu'on les tue absolument ». Et ils servent d'appât quand ils parlent anglais. Et pour finir, une fois que là, les Russes étaient en train de préparer vraiment une offensive avec des hommes, au début, ils ont envoyé des hommes qui n'étaient pas formés, et ils ont fini par mettre des équipes de plus haute valeur, et eux, ils les voient avec les jumelles infrarouges, ils voient que c'est des gens qui sont bien équipés. Et là, ils ont envoyé, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on voyait ces drones qui balançaient de la thermite, c'était le drone Dragon. Et ben en fait, ils ont été cramés, toute la rangée avec tous les Russes qui étaient prêts à partir à l'assaut. Ils ont tous brûlé de cette manière-là sur l'assaut final. La proximité de l'adversaire, vous me disiez, Khan, que parfois, c'est affreux à dire, mais enfin, c'est la guerre de part et d'autre. Vous entendez agoniser les soldats russes parce qu'ils sont à quelques dizaines de mètres, c'est bien ça ? Oui, effectivement, notamment les opérateurs drones ukrainiens les bombardent en même temps en coordination avec notre groupe qui est en train d'avancer sur certains assauts, et on va s'amuser à avancer, pousser, reculer, créer des zones de bloc où on va bloquer ces midwaves. Et derrière, oui, il y a eu l'utilisation récente d'un fameux drone Baba Yaga qui leur a largué quelques bombes, et donc on les entend agoniser. Et ensuite, on entend les autres troupes russes avancer, leurs compagnons, qui n'en ont rien à foutre, mais ils continuent d'avancer, on les voit sur les drones piller leurs propres amis, et continuent d'avancer, donc on entend leur voix beaucoup plus motivée, on sait que ceux-là viennent d'arriver et sont en vie, et donc ensuite, les opérateurs drones ukrainiens continuent, et puis c'est la même musique en quelque sorte pendant plusieurs heures, on entend ces soldats russes à 800 mètres en train d'agoniser, mais malgré ça, ils continuent, et c'est vrai que c'est très, très compliqué, très épuisant. La chair à canon russe et effectivement le besoin colossal de la part des Russes. C'est le Financial Times qui l'explique. Des recrues yéménites se sont rendus en Russie, ont déclaré qu'on leur avait promis un emploi bien rémunéré et les citoyennetés russes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été enrôlés de force dans l'armée russe et envoyés sur le front en Ukraine. La consommation d'hommes, personne ne sait exactement. Certains parlent de 700 000 morts et blessés, Xavier.
De morts, certains, on en a à plus de 200 000 et on estime effectivement qu'il y a plus de 500 000 blessés aujourd'hui, notamment parce que juste en 2023, la Russie avait officialisé d'avoir 360 000 nouvelles demandes de pension d'invalidité sur l'année. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait cohérents. 700 000 morts et blessés, c'est absolument colossal. Donc ils ont besoin de renforts, c'est pour ça qu'ils font venir un petit peu tous les pays. Ce qui est intéressant avec le Yémen et notamment les Houthis, c'est qu'il y avait déjà une collaboration officielle entre la Russie qui fournissait des cibles aux Houthis, groupes terroristes. Donc une collaboration officielle entre la Russie et un groupe terroriste, maintenant, ils renvoient l'appareil et ils envoient des hommes pour aller en première ligne. Sur l'effort de guerre russe, il faut aller regarder la comparaison de la courbe du dollar et du rouble. Oui. Le rouble se porte très mal et pourtant la machine de guerre russe continue à tourner toujours plus. Ouais, mais malgré l'inflation, la limite, ce sera la souffrance du peuple russe. Quand le peuple russe sera fatigué, là ça pourra changer. Et moi je regrette une chose, c'est que le peuple russe, les hommes russes n'aient pas le courage des femmes iraniennes dans leur révolution, parce que la guerre, elle serait déjà finie si eux, ils avaient ce courage. Sur le terrain, qu'est-ce qui est en train de se passer si on ramasse tout ce qu'on a vu avec Khan, le combattant français, où on comprend qu'ils se battent vraiment quasi mètre par mètre, selon son expression? Il y avait une anecdote là, vu que ça fait comme les 1000 jours, un escargot, s'il était parti de la ligne de front, il serait déjà arrivé à Kiev aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie avance depuis le début de cette guerre moins vite qu'un escargot. Oui, c'est mètre par mètre, oui, c'est quelques kilomètres qui arrivent en quelques jours, mais globalement, la Russie est en panne. À bout de 3 ans de guerre, elle n'a pas réussi simplement à conquérir le Donbass, il lui faut encore des années juste pour prendre le Donbass à la vitesse qu'on a vu, qui est beaucoup plus rapide, des 2 derniers mois. Donc on est sur une situation qui est pas tenable, aucun des deux pays ne peut tenir matériellement, humainement et économiquement pour la Russie. Donc encore une fois, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui est capable de souffrir un quart d'heure de plus, et c'est là qu'on en est. Les Américains aujourd'hui font des annonces relativement intéressantes. Il y a la question par exemple de fournir des missiles de croisière à longue portée, l'équivalent du Attack-MS, mais en missile de croisière, donc c'est le Storm Shadow et le Scalp. S'il y a des réponses comme ça et si les Américains permettent l'utilisation de ces armes maintenant, ça c'est le genre de choses qui peuvent vraiment faire évoluer le conflit. Dans quelques secondes, Bernard Kouchner va nous rejoindre. Dites-nous un mot des Scalp, ces armes françaises. Pour l'instant, à notre connaissance, elles n'ont pas été utilisées à l'intérieur de la Russie. Qu'est-ce qu'elles peuvent amener ? Elles peuvent amener de la destruction dans la profondeur, en pénétration, dans des bunkers enterrés, dans des sites vraiment très très protégés. On sait à quel point ces types de missiles français sont capables de traverser toutes les défenses aériennes russes, qui soient en Crimée, etc. On l'a déjà vu de nombreuses fois par le passé. On sait qu'il y a plus d'une centaine de cibles logistiques, opérationnelles, des centres de commandement qui sont connus sur le territoire russe, qui pourraient être touchés demain. Et donc ce type de missile pourrait évidemment être utilisé en complémentarité avec les Storm Shadow britanniques, les attaques MS américains et bientôt peut-être les équivalents américains. Donc ça, c'est une question de masse. Est-ce qu'on en a 10 ou est-ce qu'on en a 100 à fournir ? Et c'est vraiment ça la vraie question.